Dans Dungeon Command, donc vous allez incarner un clan. Et donc, une fois que vous avez choisi quel clan vous voulez jouer, il faut choisir entre deux leaders possibles, donc deux stratégies à mettre en place. Une fois que vous avez choisi, eh bien, on regarde un peu le leader en question. Généralement, il a un petit pouvoir qui va pouvoir influencer le jeu. Par exemple, celui-là, il dit que toutes les créatures que vous contrôlez ignorent les terrains difficiles. Voilà. Vous avez une main de départ, une main de carte ordre de départ. Et après, il y a ces deux grilles-là. Il y a la grille de morale. 15, c'est le démarrage. Et la grille de leadership, c'est 7 pour ce leader en particulier. Voilà. Le moral, on reviendra dessus plus tard. Le leadership, c'est aussi, on peut le préciser, c'est le nombre de niveaux de créatures que vous avez le droit d'avoir sur le terrain à un moment T. Voilà pour ce qui est des fiches, voilà, de personnages. Donc, chaque clan commence avec 15 cartes de créatures. Et évidemment, il faut les mélanger. Voilà, blablabla, on les mélange. Et donc, on commence avec sa main de départ. Donc, 1, 2, par exemple. Voilà, j'ai ces deux-là. Et donc, on a, avant que tout démarre, une phase de déploiement. On tire au hasard qui est le premier joueur et on a une phase de déploiement, on va dire gratuite, qui est une phase de déploiement de démarrage. Donc, par exemple, bon, c'est pas les créatures qui correspondent aux héros, hein, mais bon, le principe reste le même. Donc, 7 points de démarrage. Imaginons que c'est ces deux cartes-là. J'ai un niveau 3, un niveau 2, pas de souci. Je peux bien mettre dans ma zone de démarrage mes deux créatures. Je ne dépasse pas, voilà, je suis pas obligé de tout utiliser. Je peux très bien me dire, je préfère avoir plus de points et puis sortir un gros monstre tout à l'heure le plus vite possible. En tout cas, voilà, on a une phase de déploiement gratuite. Et après, on enchaîne, l'adversaire fait aussi sa phase de déploiement. On a bien nos cartes ordre dans la main. Donc par exemple, lui, je rappelle qu'il en avait 4. On a bien nos 4 cartes ordre dans la main. Et la partie va pouvoir démarrer tranquillement par celui qui s'est déployé le premier suite à un tirage au sort. C'est lui qui va démarrer et va enchaîner donc tout un tour. Puis après, ce sera à son adversaire de jouer, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du combat. Dungeon Command, c'est un jeu d'escarmouche qui se joue de 2 à 4 joueurs. Généralement, le plus souvent, c'est plutôt 2. C'est un jeu d'opposition, donc une faction contre une autre. C'est un jeu d'escarmouche, je le disais, et pour gagner, il suffit de réduire le moral de l'adversaire à 0. Le moral, ça correspond, on va dire, au point de vie du groupe dans l'ensemble. À partir du moment où on perd des créatures sur le terrain, le moral de l'ensemble de notre troupe baisse jusqu'à arriver à 0, ce qui correspond à la fin de la partie. Voilà, alors comment ça fonctionne? Très rapidement, on va voir qu'il y a une séquence de jeu assez claire et on va voir point par point comment ça se passe. On commence donc par une phase de rafraîchissement où on va en fait récupérer les créatures qui ont été engagées. Voilà, si des créatures dans mon groupe se sont défendues à la phase précédente, eh bien hop, on va les détaper, voilà, un petit peu à la manière des cartes de Magic, pour qu'elles soient à nouveau disponibles pour le tour qui arrive. Voilà ce qu'on fait à la phase de rafraîchissement. Autre chose très importante aussi qu'on va faire, on va piocher une carte ordre. Voilà, on rajoute une carte ordre à notre main. Et ça, c'est la phase de rafraîchissement. La deuxième phase, c'est la phase d'activation, où donc l'ensemble de nos créatures vont pouvoir jouer au cours d'un tour. Donc en effet, on peut activer toutes les créatures qu'on a sous notre contrôle. Alors, s'activer, c'est donc faire une action de mouvement et une action, on va dire, standard. Donc chaque créature a le droit à ces deux types d'actions. On va d'abord faire un petit point sur le mouvement, c'est assez simple. Si on regarde une carte de monstre, ou enfin, voilà, de créature, il y a la vitesse qui est écrite en dessous. Donc là, par exemple, c'est un prêtre nain qui a une vitesse de 5 cases. Alors on va essayer de trouver évidemment la figurine de nain, ce sera mieux. Donc voilà, là voilà le nain en question.
Hop, je me déplace de 5 cases, tout simplement, je peux partir du point de départ, aller dans n'importe quelle direction, ça peut être en diagonale, et aller jusqu'à 5 cases. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors quels sont les points intéressants et importants à connaître au niveau du mouvement? On va voir ça tout de suite. Alors, une créature qui se déplace donc à sa valeur de mouvement classique, si elle commence son tour à côté d'un ennemi, adjacent à l'ennemi, sa valeur de mouvement est réduite à 1. Donc on est coincé un peu par la créature qui nous a pris en corps à corps, donc je peux juste faire 1 pour me dégager. Voilà. Si je tape avant, enfin généralement on a plutôt intérêt à le faire, sauf stratégie que vous mettez en place, mais généralement si vous tapez la créature, enfin, vous frappez la créature et que vous arrivez à la tuer, vous n'avez pas cette restriction de mouvement, votre mouvement revient à son maximum et il peut à nouveau se déplacer jusqu'à 5 cases. Première chose. Deuxième chose, les personnages ne peuvent pas passer sur les diagonales au niveau des coins des murs. Voilà. Ici, si je veux faire le tour de cette colonne-là, je dois faire 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas faire 1, 2. Ça, c'est un mouvement interdit. 1, 2, 3, 4 et 5, par exemple. Et dernière chose au niveau du mouvement, les types de terrain. Donc ici, on voit qu'il y a des triangles, ce sont des terrains difficiles. Un terrain difficile, il faut non pas 1 point, mais 2 points pour rentrer dessus. Donc là, ça me coûte 2. 2, 3, 4 par exemple, et un 5, pour traverser l'ensemble des 2 cases d'éboulis. Petit point particulier sur les créatures de grande taille. Donc il y a certaines créatures qui occupent 4 espaces, 4 cases. Pour les coins de mur, c'est la même manière, ça fonctionne de la même façon, il faut qu'il fasse tout le tour, il ne peut pas aller en diagonale. Donc par exemple, il devrait faire 1. Là j'ai un petit point, un petit triangle, c'est un terrain difficile, donc ça fait 2, 3. Et là il peut enfin faire 4 et 5. Voilà. Il faut faire le tour des angles, comme ça. Voilà, après il existe différents types de mouvements un peu particuliers. Notamment qui vont se retrouver sur certaines cartes qui sont intéressantes sans doute à souligner. Il y a d'abord le shift. Alors le shift, ça correspond à un mouvement qui est libéré des contraintes justement d'ennemis l'un à côté de l'autre, etc. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que si dans mon mouvement je passe à côté d'une créature, je suis obligé d'arrêter mon mouvement. Hein, donc là il y a une créature qui est là, elles ont une aire d'effet autour d'elles, d'une case quoi. Je fais 1, 2, je peux pas aller plus loin, je suis pris par le monstre. Voilà. Sauf si j'ai shift. Si j'ai shift, peut-être parce que j'ai utilisé un pouvoir sur une carte ordre, je vais faire 1, 2, et là je suis pas gêné, 3, 4, 5, voilà, je peux passer près d'une créature. De la même manière, si je suis au corps à corps en début d'un round, je peux utiliser un pouvoir de shift. Je vais faire donc par exemple un shift 3, parce que généralement on a après le pouvoir, on a le nombre de cases qu'on a le droit de réaliser sans contrainte de mouvement. Donc on peut faire 1, 2, 3 par exemple, en shift. Et après si j'ai encore mon mouvement, puisque je ne l'ai pas utilisé, j'ai été coincé a priori, je peux utiliser mon mouvement normal, puisque je ne suis plus adjacent à une créature par exemple. Voilà pour le shift, et des fois on peut être aussi repoussé, hein, ils appellent ça le slide, ça c'est quand une créature va nous pousser, donc là elle va nous mener sur le terrain de 1, 2, 3, 4 cases, selon ce qui est écrit aussi sur le pouvoir. Alors après, il y a des créatures qui ont des capacités de déplacement un peu particulières, il y a le vol et l'enfouissement, donc par exemple le dragon, lui il est volant. Donc tout simplement, eh bien, il va pouvoir passer par-dessus les créatures, il va pas être arrêté, il peut passer par-dessus des obstacles aussi, il ne sera pas gêné par les terrains difficiles ou par les terrains hasardeux qui font des dégâts. Et voilà, c'est à peu près tout. Là, par contre, il ne peut pas passer au-dessus des murs. Hein. Voilà, ça reste des murs, il ne peut pas passer par-dessus. À la différence de la créature qui a le bureau, donc lui il va se creuser, quoi. Il peut passer sous les obstacles, il peut passer à travers la terre, donc il peut rentrer dans les espaces qui contiennent des créatures. Ils ne sont pas obligés de s'arrêter. Et ils ignorent aussi les terrains, les murs, ils peuvent passer sous les murs, enfin tout ça quoi. Voilà. Voilà pour des pouvoirs un petit peu particuliers liés au mouvement.
Après, au-delà du mouvement, il existe l'action standard classique qui est celle de l'attaque, qui est la plus communément utilisée. Donc il y a deux types d'attaques, il y a l'attaque au corps à corps et l'attaque à distance. Une attaque au corps à corps, évidemment, il faut que on soit au corps à corps et on applique les dégâts qui sont indiqués sur la fiche du monstre ou de la créature. Donc par exemple là j'ai une épée avec 20, donc j'inflige 20 dégâts à la personne en face, à moins qu'elle réagisse en se protégeant d'une manière ou d'une autre. On verra ça après. L'autre possibilité, c'est le tir à distance. Il faut prendre donc un angle de la créature qui tire et il faut voir au moins un des angles de la cible, tout simplement. Donc là, évidemment, là, il voit les 4 même, pas de souci. Donc, il peut toucher la créature et infliger les dégâts qui est inscrit sur la carte de la créature. Maintenant, il y a une autre notion qui rentre en compte, c'est justement la notion de couverture. Si, hop, on reprend ici par exemple, donc là, on voit toujours le nain, pas de souci. Je prends de cet angle-là jusqu'à cet angle-là, il y a une ligne de vue, donc je peux tirer sur le nain. Maintenant, le nain, il a une couverture. Pourquoi? Parce que de ce même angle d'attaque, il y a des angles que je ne vois pas. Donc je vois celui-là, a priori je dois pouvoir voir celui qui est au fond, mais par contre celui qui est juste là, qui est près du mur, je ne le vois pas. Donc ça veut dire que cette créature-là, le nain, peut avoir la couverture. Il peut faire le choix, s'il veut, de se défendre contre une attaque à distance. Donc autour de l'orque, l'orque décide de tirer, on demande au nain, est-ce que tu te mets en couverture? Le nain, il va dire oui, donc on engage la créature, c'est-à-dire qu'on peut le faire qu'une fois, on peut que se défendre une seule fois, et là, il prend aucun dégât, il s'est calé contre le mur. Celle-là, elle a joué, donc aussi elle est engagée, et c'est fini. Par contre, s'il y a une autre créature, imaginons un elfe là qui a été charmé, je sais pas quoi, qui tire sur le nain, ou qui aurait pas non plus une visée complète sur la créature, bah là de toute façon elle s'est déjà engagée, donc elle peut pas se défendre, elle peut pas se mettre à couvert une deuxième fois. De manière générale, et la stratégie va beaucoup, la tactique plutôt, va beaucoup se jouer là-dessus. On peut se défendre qu'une fois, comme on ne peut attaquer qu'une fois, a priori. Donc on va essayer quand on est en défenseur, peut-être de choisir le bon moment pour se défendre, et quand on est un attaquant, le bon moment pour placer sa grosse attaque au moment où l'autre s'est déjà défendu peut-être, ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà pour ce qui est de l'attaque en corps à corps et à distance. Après, en termes d'action, d'autres actions standards, par exemple, on peut utiliser soit des pouvoirs qu'il y a sur les créatures, je ne rentre pas dans le détail parce que là c'est vraiment selon les créatures, soit on utilise des cartes ordre. Hop, des cartes ordre, on en a un certain nombre dans la main dès le début de la partie, et donc on peut les appliquer dans certaines situations. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais bon, on en reparle très rapidement. Il y a sur les cartes un niveau, une caractéristique, et donc généralement l'effet. Donc cette carte, attaque puissante sans doute, c'est un standard, c'est marqué, donc il faut que je la joue sur une créature de niveau 1 qui a la caractéristique de force. Donc ce n'est pas par exemple un sort, enfin quoique, si je pourrais le jeter sur le nain. On voit que le nain prêtre, il est pas mal parce qu'il a force, constitution et sagesse, donc il a trois types de caractéristiques. Donc il va pouvoir être assez versatile dans l'utilisation des cartes ordre pour lui, quoi. Donc, pof, imaginons, dans mon action, on reprend à nouveau ici, je suis à côté de l'orque, donc je peux en effet faire simplement une attaque standard, donc hop, j'engage ma créature et je lui fais 20 dégâts, mais je peux aussi peut-être faire power attack, puisque c'est bon, j'ai bien force, et il est niveau 3, donc il peut évidemment recevoir une carte power niveau 1, et du coup à la place de l'attaque standard on va utiliser l'attaque qui est donnée par la carte. Donc là c'est marqué faites une attaque de mêlée qui fait plus 20 dégâts. Donc ça c'est dépensé, je le mets dans la défausse, j'engage bien mon nain quand même parce que ça correspond à une attaque standard, une action standard, et au lieu de lui mettre 20 points je lui en mets 40. Bam, il y a de grandes chances qu'il meure. Voilà. Dans les cartes ordre, il y a
deux autres types de cartes. Il y a les cartes immediate et les cartes mineures. Alors, une carte mineure s'applique de la même manière. Il faut aussi qu'on ait le niveau et la caractéristique qui correspond à la créature. Simplement, ça ne prend pas une action standard. Donc on peut jouer autant de cartes mineures qu'on veut sur une créature, sur des créatures qu'on contrôle, c'est ça. Voilà. Et donc après on applique l'effet. Par exemple, ça c'est shove aside. Donc slide, on a vu slide tout à l'heure, c'est décaler un adversaire. Donc slide one adjacent creature, 3 squares. Donc voilà, donc simplement on repousse une créature, ça peut être intéressant peut-être parce qu'elle nous empêchait de nous déplacer, on la pousse, et après on fait notre mouvement, et après on peut réattaquer, etc. Parce que je vous rappelle que si on commence son début de tour à côté d'une créature ennemie, notre mouvement est réduit à 1 point. Par exemple. Donc les mineurs, on peut les jouer il faut les jouer à notre tour, mais elles ne comptent pas comme une action. Et donc pour terminer, la troisième type de carte, c'est l'immediate. Immediate, ça se joue pendant le tour de l'adversaire en réponse à une attaque ou une action contre nos créatures. Voilà. Donc, évidemment, c'est exactement de la même manière que ça fonctionne. Là, j'ai juste force, intelligence et sagesse, force, constitution et sagesse. Je ne peux pas lancer un sort de shield, qui est un sort oui, c'est un sort en plus. Enfin, en tout cas, une carte, carte ordre shield, parce que c'est une carte d'intelligence de niveau 2. Voilà. Mais bon, évidemment, il y en a d'autres, des types de cartes mineures. Par exemple, intercepter. Donc, prévenir 20 dégâts sur cette créature de la part d'une source. Donc, on est ici. C'est le tour du capitaine des orques, là. Boum, qui met une attaque sur notre pauvre nain. Le nain, il est bien dégagé. Il ne s'est pas encore défendu. Eh bien, il peut très bien faire, allez, je lance une carte d'interception. Donc, c'est un immediate. Je préviens 20 dégâts sur ma créature d'une source. Et ça se joue avant l'attaque de l'autre. En fait, il faut imaginer qu'on place des cartes sur un paquet comme ça, et après on résout les cartes du plus haut vers le bas, quoi. Donc par exemple, il m'a fait Power Attack, moi je fais Intercept. On joue d'abord Intercept, qui dit attention, une prochaine source, je pourrais prévenir 20 dégâts sur ma créature, quoi. Hop, lui derrière il fait plus 20, du coup ça annule son bonus là, et je prends que les dégâts classiques de la créature. Il y a certains immediates qui vont, par exemple, peut-être me faire disparaître ou me faire partir. Donc ça annulera, ça rendra caduque l'utilisation de la carte, mais elle sera quand même défaussée, celle qu'il aurait pu jouer avant moi. C'est d'où l'histoire de la pile qui est importante à gérer. Il y a des cartes parfois qui, à la fin, non, j'ai plus la cible à porter, mais bon, la carte a été jouée, donc elle est perdue. Là, on est vraiment dans le même principe un peu que le jeu de cartes de Magic, avec cette sorte de priorité sur les cartes jouées. Donc voilà, ça c'est une autre possibilité de jouer. On a dit l'action standard d'attaque, action standard liée aux cartes ordre, et puis parfois certaines créatures ont des attaques standards. On l'avait vu, je pense, à la précédente vidéo, c'était le cas du dragon, qui pouvait s'engager et faire son attaque à distance sur 3 créatures. Voilà, et ça correspond à une attaque standard. Dès qu'il y a l'icône pour taper, c'est le cas. Alors tiens, on peut regarder le nain. Lui, il a une action standard qui s'appelle Healing Touch. Donc on l'engage, et cette créature ou un allié adjacent guérit 10 points, ou peut retirer une carte ordre qui lui est attachée. Bon, généralement, les cartes ordre qui lui sont attachées, elles sont soit positives si elles viennent de notre côté, mais elles peuvent être négatives évidemment si c'est de l'autre. Je sais pas, ça peut être poison, paralysie, enfin des différents types d'états. Et donc lui, s'il est à côté d'une créature, oui, il peut le faire sur lui. Hop, il s'engage, c'est son action standard, donc il ne pourra pas attaquer en plus. Et hop, il applique l'effet de la guérison, par exemple. Parfois, certaines cartes ordre qu'on veut utiliser sont trop fortes, trop puissantes, on ne peut pas les jouer. Je reprends par exemple celle-là qui s'appelle Killing Strike, qui permet de faire, donc il faut niveau 5 et force, et elle permet de rajouter, de faire une attaque de mêlée qui fait 100 dégâts. Donc je pense que c'est une méga grosse attaque.
Mais imaginons j'ai le nain là qui est là, moi mon nain il est niveau 3, bah, il est coincé, je peux pas la jouer. Alors on peut soit attendre d'avoir le gros héros qui va se ramener et qui va pouvoir la jouer, ça va être le cas par exemple du chevalier dragon, là, celui-là. Mais bon, peut-être qu'il va jamais sortir, peut-être qu'il est trop loin, ou il coûte trop cher, voilà. Donc ça condamne un peu cette carte. Ou on a une autre possibilité qui est prévue dans les règles, c'est l'assistance. Alors une assistance, c'est très simple. Pour qu'un héros puisse assister un autre, il faut qu'il soit à côté et il faut qu'il puisse lui-même avoir les mots-clés qui correspondent. Hop, reprenons un petit combat contre le capitaine des orques, là, qui est plutôt un gros balèze, qui a plein de points de vie. Là, ici, j'ai mon prêtre. Là, ici, j'ai mon nain. Peut-être d'ailleurs que mon nain était d'abord un peu loin. Donc, c'est au héros de jouer. J'ai l'intention de donner un gros coup sur l'orque en utilisant Killing Strike. D'abord, je vais activer mon nain défendeur qui va aller à côté de celui-là. Il n'est pas nécessaire d'être à côté de la victime. Hein. Il faut être à côté de la personne qu'on aide. Donc hop, je vais là, j'engage mon nain défenseur qui va l'assister. Il va essayer tout ce qu'il va faire dans ce tour-là. Donc en gros, il va lui donner son niveau et il va donner son niveau. Voilà. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, c'est au tour du nain prêtre, qui lui est niveau 3. Il additionne les deux niveaux, ça fait 5. Il a le droit à son action standard de jouer Killing Strike. Voilà, et il inflige donc bien les 100 dégâts prévus par la carte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'assistance. Alors, il y a une autre règle à connaître lors des combats, c'est la couardise. La couardise, c'est un peu particulier, mais ça peut dans certaines situations être intéressant. Par contre, attention, c'est très coûteux. Alors, à quoi ça correspond? Si par exemple le dragon attaque l'orque qui est ici, et que pour une raison particulière, je veux garder ma créature, peut-être parce qu'elle va m'assister pour jouer un gros sort la prochaine fois, ou qu'elle est importante, elle est un élément clé de ma tactique, je peux décider qu'elle soit couarde, qu'elle joue cette carte-là. Alors à quoi ça correspond? Eh bien en fait, elle annule tous les dégâts qu'elle prend, mais par 10 points qu'elle ne prend pas, on perd autant de points de morale. Enfin, pas 10 par 10. Hein. Pour 10 points de dégâts, je perds 1 point de morale. Donc par exemple, le dragon là, il souffle, il lui met 30 points de dégâts. Je peux dire, non, j'ai pas envie de la perdre, elle va mourir là, mais ça m'embête. Je fais couardise, et à la place de perdre 30 points de dégâts, je perds 3 points de morale. Voilà, donc attention, le moral, c'est le nerf de la guerre. Hein. Si on n'a plus de morale, la partie est terminée. Donc, c'est un pari dangereux. Mais, ça peut aider pour certaines stratégies. Il faut connaître cette règle-là, elle est importante. Et elle peut aussi vous faire gagner, malgré tout. Une autre possibilité aussi d'action pour les joueurs, c'est la collecte de trésors. Les trésors qu'on va collecter vont permettre de gagner des points de morale. Donc ça peut être assez intéressant. Donc c'est pas très compliqué. Donc c'est au tour du nain qui s'active, il se déplace. 1, 2, 3. Dès qu'il arrive sur un jeton coffre, on le retourne. Hop. Et on va mettre 3 trésors sur le terrain à la place. Voilà, on peut les empiler comme ça, tac tac tac. Voilà. Après, à partir de là, si je veux, je peux utiliser une action standard pour prendre un des trésors. Voilà. Et contre ce trésor, que je remets dans la boîte, je gagne 1 point de morale. Voilà comment fonctionnent les trésors, sachant qu'ils sont répartis sur le terrain au début de la partie. Il y a, sur un terrain classique à 2 joueurs, il y a 6 espaces de trésors. Il y a 2 espaces à 3, 2 espaces à 2 et 2 espaces à 1 trésor. Et ils sont répartis au hasard. Donc là, il y a vraiment une partie de hasard que certaines personnes trouvent dommage d'ailleurs. Ce qui fait que peut-être que de votre côté du plateau, vous allez avoir que des 1 et votre copain, enfin votre adversaire plutôt, il va lui avoir que des 3. Donc bon, c'est un peu gênant. Mais on peut réfléchir à peut-être des variantes là-dessus. En tout cas, la règle de base, c'est ça. On a 3
enfin 6 espaces de trésor, 2 à 3, 2 à 2 et 2 à 1 trésor, chaque trésor rapportant 1 point de morale. Donc après la phase d'activation, on a la troisième phase qui est la phase de déploiement. Alors à la phase de déploiement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on augmente le leadership de notre avatar de 1 point. Et après, on a la possibilité de placer des nouvelles créatures dans la zone de départ. Et de la même manière, là, ça correspond à la règle aussi de déploiement initial, on ne peut pas déposer sur notre zone. Enfin, il faut que l'ensemble des créatures qu'il y a sur le terrain ne dépasse pas le niveau de leadership, quoi. Voilà. Donc si par exemple j'ai déjà un nain qui est niveau 3, qui se balade par ici, un autre nain qui est niveau 2, on est à 5, et que moi je suis à 8 ici de leadership, j'ai donc 3 niveaux disponibles. Donc par exemple je peux placer un autre nain niveau 2. Voilà. Et par contre, si j'ai encore un héros niveau 3 en main, je ne peux pas le mettre parce que j'ai pas assez de niveaux disponibles. Donc il faut attendre petit à petit que le leadership continue à augmenter, ou si on a des pertes, dans ces cas-là, on peut les remplacer. Donc voilà, on peut placer autant de créatures qu'on veut dans ces limites-là de niveau, quoi. Et ça, c'est la phase de déploiement. Alors certaines créatures, de par leur pouvoir, vont pouvoir se déployer à d'autres endroits que la zone de départ. Voilà, il peut y avoir un magicien qui va se déployer sur une zone, sur un cercle magique par exemple, ou certaines créatures qui peuvent aller chez l'adversaire, près des murs, ou sur une case trésor. Enfin, il existe après différentes variantes des règles liées aux cartes monstres, ou aux cartes, ou au pouvoir de l'avatar par exemple. Mais la règle standard, c'est qu'on se déploie dans sa zone. Voilà. La dernière phase, c'est une phase de nettoyage. Donc on résout tous les effets de fin de tour. On récupère des cartes monstres. Si par exemple on en avait posé pendant la phase de déploiement, il faut toujours qu'on revienne à la main de départ de créature. Bon, celui-là il a 3. Donc en permanence, enfin à la fin de chaque tour, il doit revenir à 3 créatures dans sa main. Et puis toutes les créatures qui se sont défendues pendant ce tour, ou plutôt qui ont plutôt attaqué, puisque là on est dans notre phase à nous, eh bien ils vont se détaper pour, pendant le tour de l'adversaire, pouvoir à nouveau se taper pour se défendre, par exemple. Donc c'est la subtilité de ce jeu-là. On va se détaper au début de notre tour, et on va se détaper à la fin de notre tour. Voilà, pour que les créatures puissent faire une action de défense et une action d'attaque. Et donc, ça correspond à l'ensemble des règles du jeu. On reprend, rafraîchissement, activation, se sont activées toutes les créatures une à une. Déploiement, donc on augmente le leadership de 1 et on place des créatures. Et après clean-up, on retape les créatures à nouveau et on résout tous les effets de fin de tour. Et voilà, à partir du moment où un héros tombe à 0 de morale ou en dessous de 0, eh bien la bataille est terminée et c'est celui qui a le plus de morale qui l'emporte. Voilà. Voilà donc un petit focus sur les règles. On voit, elles ne sont pas très compliquées sur le principe. Il y a des petites choses à pas oublier, mais après tout va se jouer sur les cartes. Sur le détail des cartes et la manière dont on va les jouer. Donc ça, écoutez, on pourra le voir lors d'une partie, puisque donc on va jouer avec Allegrine 3 et Zoptis, d'autres personnes peut-être s'ils sont motivés, et on va essayer de se faire un sorte de mini tournoi. Chacun va choisir sa faction, et puis voilà, puis on va en affronter un autre, et puis on fera un peu comme une espèce de poule, quoi. On verra qui a réussi à gagner le plus de points. Alors peut-être qu'on calculera aussi avec le point de morale restant, ça pourrait être un facteur aussi, peut-être accumuler aussi le nombre de points de morale, et celui qui sur un certain nombre de batailles a le plus de morale à remporter le petit tournoi par exemple. Voilà. Donc
On va décider quel clan on prend et puis on se retrouve très bientôt pour une première partie et puis ce sera l'occasion du coup de voir concrètement ce jeu et voir comment il fonctionne et appliquer les règles qu'on a qu'on a survolées. Bon, alors on a survolé les règles, mais vous avez vu vraiment là 100% des règles. Après, ce ne sont plus que les exceptions qui sont écrites sur les cartes. Voilà. Donc, à bientôt pour une partie, pour un combat de Dungeon Command. Sans doute que je jouerai le clan des gobelins. Parce que je crois que mes compagnons n'ont pas ce clan-là, donc du coup voilà, ce sera sans doute mon clan, mais on va encore en rediscuter. Voilà, à très bientôt en tout cas, et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur comment vous appréciez ce jeu, ce que vous en pensez, si vous avez eu l'occasion d'y jouer déjà. Et puis à très bientôt sur nos chaînes respectives pour suivre des escarmouches de Dungeon Command. Salut, bye bye.